podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré chez un équipementier automobile français avec Claire Dachon, Design Studio Manager chez Plasticomium. Après nous avoir présenté son parcours, Claire nous parle des compétences des designers chez Plasticomium, de son évolution depuis 6 ans dans ce groupe industriel et nous raconte l'importance du choix des mots, de leur sémantique, pour être à la bonne place dans l'entreprise, la différence entre styliste et designer, ou entre les mots designer et concepteur dans l'industrie. Vous découvrirez que dans cette entreprise de plus de 40 000 employés, le Design Studio n'existe que depuis peu et qu'il est constitué d'une toute petite équipe. Claire Dachon en est le manager. Elle nous explique de quelle division le studio dépend, ses missions opérationnelles, méthodologiques et stratégiques. Elle nous montre qu'à travers le travail du Design Studio, Plasticomium arrive aujourd'hui à collaborer avec les constructeurs automobiles internationaux et à réfléchir à la mobilité de demain. Je vous laisse découvrir cet épisode. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de la CDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît ? Bonjour Annabelle, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation de ce podcast et je me réjouis d'avance de pouvoir partager un peu mon expérience dans le design. Ma présentation, alors moi je m'appelle Claire Dachon, j'ai 40 ans et puis je suis dans le design sur mon parcours professionnel depuis environ 14 ans et puis je suis pas tombée dans le design par hasard, je crois que j'ai toujours voulu être designer d'une certaine façon. Et je vais commencer par mes passions parce que depuis toute petite, je suis absolument passionnée de chevaux et de voitures. Et quand je parle de voitures, aussi bien les anciennes que les modernes finalement. Et je crois que c'est là que j'ai dû aiguiser mon regard sur le produit ou sur l'animal parce que l'animal c'est du vivant, mais il y a toute l'esthétique autour du cheval qui nous rend très sensibles quand on est intéressé par les animaux. Et les voitures parce que je crois que la perspective, les jeux d'ombre et de lumière, les proportions, le charisme ou l'expression design que renvoie une voiture est vraiment assez complète, je dirais. Donc un amour pour le produit depuis toute petite et je me suis assez rapidement orientée sur un parcours créatif. Donc j'ai fait un brevet de technicien dessinateur maquettiste au lycée, donc c'est l'équivalent du bac à appliquer finalement. Et j'ai intégré ensuite l'école de design de Nantes Atlantique. Voilà, sur un parcours design produit. Et puis j'ai voulu assez rapidement me spécialiser dans l'automobile, donc je voulais pas tout de suite rentrer dans une école de design transport. Premièrement parce que c'est assez onéreux comme école, et de plus je savais pas si j'allais pas m'enfermer juste dans un secteur. Et le design industriel finalement ça a été le parfait parcours. Et par mes stages, je me suis spécialisée un peu plus dans l'automobile, donc je suis allée chez VDO Siemens Automotive à Rambouillet à l'époque. Ça c'est Continental aujourd'hui. Innovo Design à Turin pour mon stage de 6 mois à l'étranger. Et puis, j'ai terminé chez Magna Steyr à Paris, à Bièvre, côté de Vélizy, chez un équipementier, finalement. Et donc, c'est là que j'ai beaucoup appris sur l'industrie automobile. Et à partir de là, j'ai passé mon diplôme, tout simplement, donc diplôme de design industriel, cursus produit. Et donc, Magna Steyr a voulu que je continue à travailler avec eux pour finir de designer, ou on va dire plutôt passer en série, un quadricycle électrique utilitaire, qui a été d'ailleurs quasiment un de mes sujets de diplôme. Donc pour ça, il a fallu que je crée mon auto-entreprise, parce qu'ils recrutaient pas à l'époque, mais ils voulaient continuer le projet avec moi et donc on l'a emmené jusqu'au bout. Et en parallèle, Elias Bus du groupe Fiat Industrial cherchait un nouveau responsable du design. Et donc ça, c'est le chargé des relations extérieures de l'école de design qui m'a contacté à l'époque en me disant voilà, on te connaît féru de tout ce qui a des roues. Est-ce que rentrer dans le design de transport public, ça t'intéresse? Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que j'avais aucune ambition d'être auto-entrepreneur au final. La sécurité de l'emploi, c'est un vrai sujet et surtout se stabiliser sur une expérience dans une entreprise. Voilà, donc en 2009, j'intègre les bureaux de design Elias Bus et finalement j'étais toute seule parce qu'il y avait qu'un seul designer et j'ai quand même eu quelques stagiaires pendant 3 ans. En parallèle, j'avais mon activité freelance également que j'ai toujours, mais c'est pas la priorité. Au bout de 3 ans, ça se passe très très bien. Il se trouve qu'il y a une fusion du groupe Fiat Industrial qui devient CNH Industrial.
Donc c'est Case New Holland, le matériel agricole et ça intégrait également la marque Iveco avec tout ce qui concerne les véhicules commerciaux, les autocars et les autobus. Et donc il y avait déjà une équipe de design à Lyon à l'époque, et les Italiens sont venus me chercher en disant: «Ce serait bien que, tu rejoignes l'équipe, de design pour, Iveco Bus», et je leur ai dit: «OK, mais dans ce cas-là, je veux bien venir, mais si je fais 1000 kilomètres et que je déplace ma vie chez vous, je veux bien reprendre, les rênes de l'équipe de design». Ce que j'ai fait au final, j'ai eu 1 an quand même de période de transition pour comprendre un peu les autres produits parce que la gamme était beaucoup plus large, et donc j'ai gardé la marque Liesbus et récupéré toute la marque Iveco Bus, plus l'équipe. Voilà, donc ça a été, je dirais 5 ans de gros travail de restyling de toute la gamme Euro 6. À l'époque, il y avait, toutes ces normes environnementales qui dictaient des nouvelles motorisations, et on a dû, peaufiner, vraiment, améliorer la nouvelle design guideline et le branding puisque, avant la marque c'était Irisbus Iveco, et il a fallu changer tous les logos, toutes les faces avant, faces arrière pour les motorisations. Donc on en a profité pour redesigner les intérieurs, les postes de conduite, et cetera. Donc c'était un gros chantier, sur des produits, lourds, longs, gros, tout autour de la métallurgie. C'est quand même des véhicules qui sont faits à la main. Donc ça a été un sujet passionnant parce qu'on a 5 clients en fait en tant que designer quand on travaille dans ce milieu-là. On a, tout d'abord le end user, celui qui va prendre le bus. Comment est-ce que, ou l'autocar, hein, comment est-ce qu'on peut lui proposer les meilleurs services, le meilleur confort à bord, qu'il soit thermique, acoustique, ergonomique, visuel, et cetera, et cetera. Ensuite, on va avoir le politique, celui qui va financer le produit parce ils achètent ça en flotte, hein, quand même. Des fois, ils en achètent 5, des fois, ils en achètent 500, donc c'est pas du tout les mêmes budgets. Ça peut être conséquent. On a les exploitants en troisième, évidemment, ceux qui vont acheter, des flottes pour leur collectivité, et ensuite on peut avoir toutes les personnes autour de la maintenance, en fait, du véhicule. Alors ça va du mécanicien, de chez l'exploitant, jusqu'à la femme de ménage, ou les hommes de ménage qui vont gérer le nettoyage des véhicules, après chaque journée. Donc on se retrouve avec, énormément de contraintes, et on doit penser à beaucoup d'usages finalement. Donc c'est très polyvalent comme métier et j'ai trouvé ça passionnant, et donc en accumulant les 3 ans chez Elias Bus et 5 ans chez CNHI, donc Iveco Bus, et ben, on accumule 8 ans d'expérience dans la métallurgie, heu, un milieu qui est très particulier, mais qui s'est très bien passé. J'ai aussi envie de parler de mon rôle de femme aussi dans ce milieu d'hommes, qui n'a jamais été un problème, dans le sens où quand on est passionné, et qu'on aime son produit parce qu'on travaille pour sa marque, et ben, en fait, on est pertinent à partir du moment où on apporte des solutions, dans le sens du progrès. Voilà. Après ça, j'ai voulu aller dans l'automobile, parce que c'était aussi, une ambition, une intention de départ, être designer automobile. Peut-être pour la petite anecdote, qui en fera, sourire certains, à 22 ans, pendant que j'étais dans mes études de design, je me suis dit, je me répétais sans cesse cette phrase que j'avais entendue lors d'une conférence ou lue dans un bouquin, je sais plus, mais de la fonction découle la forme. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein. Aujourd'hui, c'est l'usage dessine, le produit, et donc à l'époque, je me suis dit: «Claire, si tu veux être designer automobile, il faut impérativement que tu saches comment ça fonctionne». Donc j'ai acheté une ancienne voiture à mes 22 ans, que j'ai achetée sur eBay à 300 € et quelques, et je l'ai entièrement restaurée. Et c'est une voiture avec laquelle je fais des rallyes maintenant. C'est une voiture, des années 70, une Mazda, très rare d'ailleurs, mais très, très marrante, et en fait, quand on touche à tout, c'est aussi bien l'électricité, le moteur, la sellerie, voilà, toutes les liaisons au sol, ce qui concerne la sécurité, l'ergonomie, l'acoustique, le confort thermique, on se rend compte que, on devient assez complet, et même l'expérience de conduire, hein. C'est se mettre aussi derrière le volant, c'est pas juste une voiture, c'est pas juste un produit esthétique. Et puis il y a le premier impact visuel qui est extrêmement important, qui va faire que les gens flanchent ou pas et vont mettre la main au porte-monnaie pour s'acheter telle ou telle voiture, voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vont choisir telle ou telle marque de voiture aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant. Et donc j'intègre Plasticomium en 2017, et ça a été, un gros changement parce qu'on passe de la métallurgie à la plasturgie. Donc les conventions sont pas les mêmes. Donc j'intègre, Plasticomium comme un designer intégré. Au sein de cette entreprise, il y avait plus de designers intégrés depuis presque 10 ans.
Alors je sais toujours pas pourquoi, et en même temps j'ai ma petite idée. Je crois que le métier du design, et particulièrement quand il est intégré et en plus chez un équipementier, c'est pas du tout une culture connue. Le design, c'est un métier qui est extrêmement jeune et donc il faut des années pour que les gens l'intègrent et le comprennent et en comprennent surtout la valeur. Donc quand je suis arrivée chez Plastic Omnium, et peut-être que je vais même commencer par parler de mon entretien d'embauche, ils m'ont dit: «Bah, nous, on a besoin d'un styliste automobile». J'ai dit: «Bon, bah, OK, mais vous avez besoin d'un styliste automobile, pourquoi?» Et quand ils m'ont expliqué ce dont ils avaient besoin, et là, j'ai été interviewée par, des personnes qui étaient à la ligne de produit et à l'innovation, je me suis dit: «Mais c'est pas du tout un styliste qu'il vous faut, c'est un designer». Voilà, c'est un designer qui a une stratégie, qui va pouvoir, vous ouvrir les portes, des design centers, des constructeurs, pour, créer un lien en amont, parce que la relation engineering, elle a toujours existé au final. Et ce qui manquait, bah, c'est peut-être le temps juste d'avant. Si on veut être au courant des tendances et être prêt pour le futur et avoir le temps de développer, nos innovations, nos produits, il faut remonter un peu dans le temps, et ceux qui détiennent, les idées, et ben, c'est les designers, et pas que évidemment, hein. Il y a aussi l'advanced, il va y avoir les gens au produit. Mais en tout cas, il fallait mettre ça en place, et je leur ai dit: «Bah, écoutez, moi je pense que je suis capable de vous apporter quelque chose d'un peu plus large que le simple styliste entre guillemets, et c'est peut-être là que je vais mettre les pieds dans le plat en faisant la différence entre le style et le design». C'est que, le styliste pour moi, nous on a cette compétence, hein, dans notre démarche design, on a évidemment dans le process une partie style. Le style, c'est une phase où on va prendre, en considération les tendances, on va donner une expression au produit ou une intention visuelle avec des formes, des gabarits, des proportions. On va vraiment donner quelque chose une réponse conceptuelle également, et puis avec des couleurs, des matières, des finitions, et cetera. Donc c'est donner une intention, illustrative, mais qui sera encore loin du produit industrialisable. Et c'est là que le design, est plus complet, c'est qu'il va prendre en compte toutes les étapes dans la chaîne de valeur finalement d'une entreprise. Il va prendre en compte les contraintes techniques, les process appliqués. Il va, également être travaillé en binôme avec, l'engineering, pour s'assurer qu'il pourra, délivrer un produit conforme, aux standards automobiles, standards pour beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs, qu'on puisse garder une intention style, mais en respectant, ou plutôt en adaptant le produit de façon à ce qu'il passe tous les cahiers des charges. Donc c'est extrêmement technique, et au final le designer, il est aussi ingénieur que designer, et puis il a un panel de compétences qui est extrêmement large. Donc si je devais un peu rentrer dans le détail des compétences du designer, c'est très, très divers, hein. Ça passe par du management. Alors management, moi aujourd'hui je suis manager du design studio, mais le designer, il va faire du management transversal, management projet. Il va faire de la stratégie, il va créer une vision, il va avoir du design intellectuel, du design produit, transport, graphique, CMF, donc couleur et matière, du style évidemment. Il va travailler sur l'identité visuelle, les design guidelines, comprendre l'ADN d'un constructeur. Il va être le traducteur du langage design entre l'engineering et le design, le monde du design. Il peut être conférencier, il peut être commercial, il peut être politique, etc. Enfin, je crois que c'est extrêmement large tout ça. Pour revenir sur le parcours, chez Plastic Omnium, alors pour comprendre Plastic Omnium, en 2-3 mots, qui nous sommes, un équipementier automobile de rang 1, leader sur le marché des pare-chocs et des haillons. Donc, si vous regardez un petit peu sur la route, vous pouvez imaginer qu'une voiture sur 6 est équipée d'un pare-choc, Plastic Omnium, et une voiture sur 3 d'un haillon. Donc c'est énorme. C'est plus de 90 clients, plus de 90, constructeurs, alors aussi bien historiques que newcomers, hein. Les historiques, on va parler de Stellantis avec les marques Peugeot, Citroën, DS, etc., ou Ford. Et puis les newcomers comme, Tesla, Lucid, Lynk & Co, etc. Plastic Omnium, c'est aussi, 5 divisions. Alors il y a 2 grands pôles, je dirais. Il y a celui, sur les éléments de carrosserie extérieure, et celui sur le powertrain. Voilà, donc on a 5 divisions. Celles qui font partie des éléments extérieurs de carrosserie, c'est la division IES. Ça, c'est vraiment les éléments de carrosserie pure et dure. PO Lighting, donc tout ce qui concerne, l'électronique et tout le lighting finalement, toute la fonctionnalité, d'éclairage, et les modules.
Les modules, c'est, on va dire, un peu toute l'interface entre la peau extérieure d'un pare-choc ou d'un haillon et le lien qu'il y aura entre cette carrosserie extérieure et le châssis. Donc pour un pare-choc, ça va être le crash management system, voilà, tous les équipements qui sont pas «visibles» entre guillemets, mais qui sont nécessaires au cahier des charges, à la sécurité, et cetera, et cetera. Et les 2 autres, divisions, CES et New Energies. CES, c'est tout ce qui concerne les racks de batterie, les réservoirs et New Energies, tout ce qui concerne la partie, hydrogène. Voilà, donc c'est 100 automobile aujourd'hui et puis c'est implanté à travers le monde, beaucoup d'usines partout, beaucoup de centres de recherche et développement, au-delà de 40 000 employés et puis un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards. Donc c'est une grosse machine et j'ai vu en Plasticomnium un potentiel énorme de développer le design. Aujourd'hui, nous, on fait partie de l'innovation dans la division IES, Intelligent Exterior Systems, qui est vraiment tout ce qui concerne les panneaux de carrosserie extérieure. On est 3 designers, et puis on a fait beaucoup de progrès en 6 ans, je dirais. Donc en arrivant, j'étais simple chef de projet design et innovation. Il a fallu que je prenne mes marques pendant 1 an et commencer à créer, ce que je voulais pour le design studio. Donc j'ai créé le design studio avec un petit logo et puis j'ai commencé à faire ma com, du design, en interne, aussi bien auprès des personnes avec qui je travaille tous les jours, les opérationnels, les chefs de projet, d'autres managers et puis remonter l'information au top management. Donc on a 2 façons de communiquer, je dirais, entre les personnes, du terrain et les personnes, un peu plus high level. Voilà. En 2019, l'innovation s'est réorganisée puisqu'on était en matriciel et là on est passé plutôt sur une organisation par piliers et donc ils ont ouvert un poste de manager pour le style et le design. Donc ça a été un petit peu, ma porte d'entrée au management chez Plasticomnium, ce qui était très bien. Je me suis dit: «Ça y est, on aura une strate en moins dans la hiérarchie, pour faire passer les idées, donc c'est super» et on se retrouve à ce moment-là, tout de suite rattaché, au directeur innovation qui lui reporte au CEO de la division, qui lui-même reporte au PDG du groupe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de strates, finalement entre, le top management et nous et ce qui est plutôt super parce que, plus on est proche de la direction et mieux c'est pour faire passer nos idées. C'est très important pour avancer, quand on est designer intégré en tout cas. Et donc le style et design, j'avais, certainement quelque chose comme une dizaine de personnes avec moi dans l'équipe, quelques cadres, engineers, des design leaders et puis, des chefs de projet pour ce qui concernait les éléments de décoration et puis des designers, comme on l'entend aujourd'hui, quoi. Voilà et ça, c'est un vrai sujet, chez Plasticomnium, c'est le mot design. Le wording, il est très, très compliqué à gérer puisque depuis tout temps, quand on dit designer chez Plasticomnium, c'est le concepteur. C'est le CAD engineer, c'est le design leader et cetera. C'est celui qui fait de la conception, de l'engineering et qui va créer, on va dire, la partie technique. Donc moi, j'arrive en disant: «Je suis designer», donc les gens savent pas exactement ce que je fais, donc ils me disent: «OK, on va utiliser un mot un petit peu plus simple pour que les gens comprennent ce que vous faites, on va utiliser le mot style». Donc j'ai dit: «Bon OK, si c'est la stratégie qu'il faut et ben on va commencer avec ça». Donc ça a duré, 2 ans et au bout de 2 ans, je me suis dit: «Je suis pas légitime à manager des CAD. Ça devrait pas être comme ça». Donc on a réfléchi avec, la direction et pour qu'au final, je reste purement design. Donc ils se sont dit: «Bon, on va rester purement style, on va te donner le wording style, et puis tu seras le manager du style». OK. Et en fait, on a finalement trouvé le bon terme maintenant, c'est que maintenant je suis manager du design studio. Design studio, c'est un terme, un peu, universel qui parle à tout le monde et voilà, on en est arrivé pour un mot, il nous a fallu, 5 ans pour au final trouver le bon wording pour que ça puisse être, un langage qui parle un peu à tous. Maintenant de là à savoir ce qu'on fait exactement, ça c'est une autre histoire parce qu'il faut passer 1 heure par personne, pour leur expliquer les choses parce que chacun entend, la chose différemment. Donc c'est très, très long. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Est-ce que tu Heu, pourrais nous parler de l'organisation, du design par rapport, aux différentes marques? Parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, chez Plasticomium, vous travaillez pour plusieurs marques, donc des émotions complètement différentes suivant les marques et suivant mmh. l'engagement qu'elles peuvent avoir et leurs valeurs. Et donc, vous, comment vous arrivez à répercuter ça sur votre travail pour réussir à créer, des pare-chocs et des haillons pour chacune des marques, et chacune des gammes?
que vous traitez? Alors, peut-être que je peux vous parler du rôle et des missions que l'on a au design studio. Il y a une partie qui est opérationnelle. La partie opérationnelle, il y a plusieurs compétences que l'on déploie ou plusieurs, missions que l'on déploie plutôt. La première qui est très stratégique, qui est le customer intimacy. Donc ça veut dire qu'on va discuter de design studio à design center. Donc nous, on va créer le lien, on va ouvrir les portes des design centers, chez les constructeurs parce que c'est on innove pas que sur le produit, mais on innove dans les relations quand on fait ça. On a besoin de travailler main dans la main en amont avec les design centers. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour obtenir les tendances, leurs stratégies, et cetera. Donc, il y a 6 ans, on travaillait dans ce sens-là, où, on allait taper aux portes en disant: «Bonjour, alors vous faites quoi en ce moment? C'est quoi la tendance? Est-ce qu'on peut regarder si on a dans notre portfolio produit actuellement quelque chose qui pourrait vous correspondre? Ou bien dites-nous ce dont vous avez besoin et on va le designer ou on va le développer». Et au final, on est tellement dans un shift, énorme aujourd'hui dans l'industrie automobile qu'au final les constructeurs, ils se posent tous la même question et nous on commence à se poser les mêmes questions qu'eux. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? C'est quoi la mobilité du futur? Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans l'attente que nous, on leur propose des choses et donc qu'on soit proactif, qu'on ait des solutions innovantes parce que c'est nous les experts de la technologie et de la technique au final, c'est pas eux. Donc eux, ils ont des idées généralistes, mais nous, on est dans le détail, on est des intégrateurs, on est des transformateurs, et donc on se dit: «OK, si nous, on n'est pas capable de leur apporter des nouvelles solutions, qui va les deviner au final?» Donc on a changé de positionnement au design studio depuis 2-3 ans et maintenant on se positionne comme des influenceurs de l'innovation chez PO et influenceurs des technologies pour les constructeurs et en fait, ça marche plutôt pas mal comme ça. Donc le customer intimacy, on met en place des rituels par des meetings, hein, très réguliers. Ça peut être, 1 fois par semaine, ça peut être 2 fois par mois ou 1 fois par mois, tout dépend, la relation qu'on a avec eux d'un point de vue projet. Voilà et donc en faisant ça, nous, on va reporter des idées ou des intentions auprès de l'engineering, donc on devient des traducteurs du langage design entre les design centers et l'engineering PO et ça, c'est super important parce que c'était un vrai point bloquant jusque-là. Donc ça, on a déverrouillé la chose et ça va être très long à mettre en place puisqu'on travaille avec 90 constructeurs, mais certainement une dizaine ou une quinzaine très stratégiques avec lesquels on a des relations, presque quotidiennes. Donc ça, c'est un point, pour le business, design to business qui est extrêmement, important. Customer intimacy en premier. Le deuxième, on participe à des projets constructeurs évidemment, donc c'est sous des RFQ, Request for Quotation ou des RFI, Request for Innovation ou Information. Et là, soit on travaille directement pour eux parce qu'on a une consultation, et ça c'est de façon active, soit on travaille de façon proactive où on va les démarcher. On va sketcher des nouvelles intentions de face avant avec, évidemment en respectant l'ADN, si on travaille pour un Allemand, un Américain, un Français, on respecte son ADN et son identité, ça c'est ce que nous on est capable de faire en tant que designer et puis on leur propose des choses, on va les teaser en fait d'une certaine façon. Ça prend ou ça prend pas, mais ça fait partie de l'innovation et du business, la partie un peu stratégique commerciale dans notre métier. Le troisième point, on va s'occuper du design pour les produits PO, donc tous les showcases qu'on a, un nouveau, concept de bumper ou un nouveau concept de haillon, on va le packager avec un style qui va être assez attractif et un style très généraliste parce qu'on peut pas avoir une identité trop, chinoise ou trop, allemande ou trop, espagnole. Voilà, donc on essaie d'être très généraliste et c'est là où l'exercice est très délicat. C'est comment, réussir à avoir une face avant qui va parler à tous. Donc on se repose la question tous les jours. En plus, on a toutes les contraintes techniques, donc on passe notre temps à faire des allées et venues avec les ingénieurs pour s'assurer qu'on puisse, conserver, les standards automobiles d'un point de vue qualité perçu style. Ce qui me fait justement faire le lien avec le 4e point qui est toute la partie modelage numérique, hein, donc les classes A, les définitions classe A des surfaces, A-side, tout ce qui est esthétique et visible. Et là, c'est un vrai, enjeu et c'est là où on a eu un des plus gros progrès, c'est que, depuis, 2017, il y avait pas forcément cette réflexion sur la qualité perçue style et là, on sous-traite cette compétence. Pour l'instant, là, on n'a pas encore réussi à convaincre de l'intégrer alors que c'est un must have. Le modelage numérique, designer modeler, c'est une compétence qui est absolument nécessaire pour, le passage du design 2D à la production et de là, on intègre la qualité perçue. Donc, on n'a plus vraiment à rougir aujourd'hui des maquettes bonne matière que l'on présente puisqu'on a, une vraie qualité, type série et puis on respecte tous les standards. Alors, la qualité perçue, c'est très vaste, ça va aussi bien du jeu à Florent que sur,
la façon dont la lumière se déplace, la tangence entre les surfaces, les proportions graphiques, les différents, éléments graphiques qu'on peut retrouver sur une calandre ou sur une entrée d'air ou des choses comme ça. Donc c'est absolument passionnant comme sujet, c'est hyper précis et en même temps, tout ça, c'est très technologique et très technique. Donc ça, c'est la partie opérationnelle et si ensuite je devais parler de la partie plus méthodologique et stratégique, on va parler de la démarche design dans laquelle on a intégré alors moi, je me suis un peu auto-formée, au design circulaire pendant le confinement. Quelques formations en ligne, j'ai discuté avec, une ancienne, camarade de l'école de design et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, le rôle du designer, il avait une responsabilité qui était de plus en plus grande, vraiment de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'avant le designer, il arrivait dans une entreprise, si je parle du milieu de l'entreprise évidemment, et puis il s'affranchissait des process industriels, des outillages et il avait juste à dessiner quelque chose et le sortir avec les bons standards et la bonne qualité et puis ça allait. Aujourd'hui, si on réfléchit pas à d'où on va extraire la matière, quel fournisseur on va choisir, hein, pour les matières premières, parce que c'est pareil, ça impacte toute la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on va le produire de façon à ce qu'il s'assemble facilement, qu'il soit optimisé, qu'il soit décomplexifié dans sa typologie de produit, et puis jusqu'à sa seconde vie. Bah, évidemment, il y a tout l'usage, enfin, voilà, tout le life cycle du produit est extrêmement à prendre en compte. Donc là, on réfléchit, différemment. Maintenant, quand on pense un produit, qu'on veut le dessiner, on va vraiment réfléchir à la forme, la taille des pièces, l'assemblage, d'où on va, aller chercher la matière, avec quel fournisseur stratégique on va travailler et si demain le produit devait être démantelé, comment est-ce qu'on le recycle ou est-ce qu'il retourne à la terre? Est-ce qu'il va avoir une deuxième vie? Et cetera, et cetera. Donc c'est, la responsabilité, elle est devenue, hyper stratégique finalement et c'est pour ça que le design est pour moi, extrêmement important, au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, hein. Design circulaire, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, pour l'instant, je l'ai baptisé comme expérience puisqu'on a commencé ça il y a 1 an seulement. On a vu l'impact que ça avait eu dans notre démarche, donc ça booste toute la phase créative, c'est énorme. Et puis il y a une vraie question d'optimisation temporelle, donc on va pouvoir être plus créatif, plus performant en un minimum de temps. Ensuite, le troisième point, donc c'est toute la partie support qu'on a auprès du marketing et de la communication. En 6 ans, on a réussi à harmoniser tous les visuels, tous les produits, avoir une harmonie design, une harmonie, graphique, une harmonie générale pour la communication à l'extérieur et depuis 2020 où on a, accueilli notre nouveau PDG, autrefois, on avait Laurent Burel qui était PDG, et d'ailleurs c'est une entreprise familiale, hein, donc ça a été, plusieurs monsieur, Burel qui étaient à la direction de Plasticomium et en 2020, voilà, on a accueilli une personne extérieure pour la première fois, donc Laurent Favre et donc là on a eu un changement, assez radical sur le type de management qu'on avait. L'ancien était excellent, le nouveau est excellent également, à la différence que peut-être l'exposition de Plasticomium d'un point de vue communication, c'est devenu beaucoup plus, transparent aux yeux du public, parce que Plasticomium était très peu connu avant et aujourd'hui, on a un management qui est très moderne et qui emploie, je crois des outils, de communication et de management qui sont assez excellents. Donc on a, une entreprise qui est excellente depuis le début sur plein de points. Donc là, on nous a un peu ouvert les portes, en 2020 pour nous dire: «Voilà, allez-y, profitez-en, on a besoin de vous pour ça, pour ça, pour ça», d'un point de vue communication, marketing, image, com et cetera et ça, c'était, une liberté d'expression extraordinaire et on a choisi tous ensemble, c'est un travail d'équipe évidemment, pour savoir comment communiquer sur nos produits, pour la division IES en tout cas et puis aussi pour d'autres divisions. Ensuite, on a la partie événements. Donc ça correspond aux Tech Days, aux Motor Shows, et cetera. Les Tech Days, on va carrément chez le constructeur, on vient avec toutes nos maquettes et puis on fait une présentation dans un showroom de tout notre savoir-faire, nos showcases, les dernières innovations, et cetera. Comme ça, les gens, ça leur permet de tous être présents parce que si on fait ça à l'extérieur de chez eux, c'est difficile de déplacer tout le monde finalement. Donc c'est nous qui nous déplaçons et c'est des journées qui sont extrêmement fructifiantes puisqu'on voit d'un constructeur à un autre quels sont les intérêts pour les uns pour les autres. Peut-être qu'une marque va pas du tout s'intéresser à la même chose qu'une autre parce qu'ils n'auront pas du tout les mêmes stratégies à long terme. Et puis le dernier, c'est les partenariats. Et le partenariat, pour moi, il est indispensable au niveau du design pour travailler main dans la main en amont.
sans court-circuiter évidemment le purchasing parce que la stratégie achat, elle est très ancrée surtout chez les constructeurs historiques. Mais nous, au design et avec les designers des design centers, on a très envie de travailler en amont parce que c'est un laboratoire d'idées finalement. C'est un laboratoire de stratégie, de quel produit on va déployer dans le futur, parce que la mobilité va changer de visage, elle va changer d'usage et cetera et cetera. Voilà, ça c'est l'organisation, du design studio avec les différents rôles et missions qu'on a au sein de celui-ci. Très bien. Eh ben, Claire, je te remercie beaucoup, pour cette explication du design chez Plasticomium.